La Baltique, à la fin du XIVe siècle, n'a rien d'une mer de cartes postales. C'est une eau lourde, froide, d'un vert sombre qui colle aux coques comme une suie humide. L'été y est bref, presque insolent, avec des soirs qui n'en finissent pas et une lumière pâle qui fait briller les clous des bordages. Puis l'automne arrive d'un coup, et avec lui le vent qui coupe la peau, la pluie oblique, la brume qui avale les îles. On navigue entre des archipels comme dans un labyrinthe. On longe des côtes basses, des dunes, des forêts noires. On guette les hauts fonds, les récifs, les bancs de sable qui déplacent leurs pièges d'une saison à l'autre, et surtout on guette les voiles, car ici la voile n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un signe, une promesse, une menace, une facture impayée qui revient sous forme de proue. Dans les ports, l'odeur est la même partout. Goudron chauffé, poisson salé, laine mouillée, fumée de tourbe, bière aigre. Les quais sont des forêts de mâts, des cordages qui grincent, des poulies qui claquent. Les hommes parlent bas ou crient pour couvrir le vent. On charge des sacs de seigle, des barils de harangue, des planches, des pots, de la cire, du fer. On décharge du sel, ce trésor blanc sans lequel rien ne se conserve. On compte, on pèse, on jure, on signe. Et derrière chaque transaction, il y a la même angoisse. Est-ce que la cargaison arrivera? La Hanse, ce réseau de villes marchandes, Lübeck, Hambourg, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Danzig, Riga, Reval, a bâti sa puissance sur une idée simple et brutale, sécuriser les routes, imposer des règles, faire respecter les contrats, la mer comme autoroute commerciale, les ports comme nœud d'un système, les comptoirs comme avant-poste, les seaux de cire comme armes, les privilèges comme forteresse invisible. Mais la Baltique n'obéit pas aux seaux, elle obéit au vent, à la faim et à la guerre. La guerre, justement, n'est pas un événement ponctuel, c'est un climat. Elle s'infiltre dans tout, dans le prix du grain, dans la disponibilité des marins, dans la décision d'un capitaine de prendre la mer ou de rester à l'abri. Elle transforme les navires marchands en navires armés, elle transforme les marins en soldats, elle transforme les lettres en ordres de capture, et elle transforme les zones grises en mode de vie. À la fin des années 1380 et au début des années 1390, le Nord est secoué par des conflits scandinaves où les couronnes se disputent, se renversent, se recomposent, les alliances changent comme la météo. Les villes hanséatiques, elles, veulent des routes sûres et des débouchés stables, les princes veulent de l'argent, des navires, des hommes, les nobles locaux veulent des péages, les paysans veulent survivre à l'hiver, et dans ce chaos, une figure apparaît, pas tout à fait nouvelle, mais soudain centrale, le corsaire. Le corsaire, c'est le pirate avec un papier qui dit « Tu peux prendre, mais seulement chez l'ennemi. Tu peux piller, mais au nom d'un prince. Tu peux brûler, mais pour la bonne cause. » La lettre de marque, c'est une permission de violence, une violence administrée, encadrée, justifiée, sur le parchemin des mots soigneusement choisis, un sceau, une date, un nom. Et sur la mer, des cris, du sang, des cordages qui se tendent, des haches qui frappent les bordages. Dans cette Baltique-là, la frontière entre course, mercenariat maritime et piraterie est si fine qu'elle se déchire au premier coup de vent. Un navire capturé peut être prise légitime pour les uns, vol pour les autres. Un capitaine peut être serviteur du roi le matin et brigand le soir, selon le port où il jette l'ancre. Et les mêmes hommes, parfois, changent de camp sans changer de métier. C'est là que surgissent les frères des Victuailles, Vitalienbrüder en Allemand. Le nom a quelque chose de presque domestique, presque innocent. Les frères des vivres, les frères du ravitaillement. On imagine des sacs de farine, des barils de harangue, des convois organisés pour nourrir une ville assiégée, et c'est bien ainsi que l'histoire commence, dans la logique de la nécessité, ravitaillement, blocus, famine. Quand une place forte est coupée de ses routes, quand une reine ou un prétendant est enfermé derrière des murs, quand les greniers se vident et que le pain devient une arme politique, il faut des hommes capables de forcer le passage, des hommes qui connaissent les chenaux, les courants, les îles où se cacher, des hommes qui acceptent le risque et qui exigent une récompense. Les frères des Victuailles naissent dans cette économie de guerre. Ils sont d'abord des transporteurs armés, des convoyeurs qui apportent des vivres là où la politique a créé la pénurie. Ils naviguent vite, ils frappent fort, ils se dispersent dans les archipels. Ils utilisent des ports-refuges, des criques, des îles. Ils vivent dans l'entre-deux, ni armée régulière, ni simple bande de voleurs. Une fraternité de mer soudée par le partage du danger et du butin, et très vite la logique se retourne, car si l'on peut prendre la mer pour apporter des vivres, on peut aussi prendre la mer pour prendre des vivres. Si l'on peut attaquer un navire ennemi pour nourrir une ville, on peut attaquer un navire neutre pour nourrir son équipage.
Et si l'on peut justifier une prise par un conflit, on peut prolonger le conflit par la prise. La Baltique, dans les années 1390, devient un théâtre où les acteurs portent des masques interchangeables, marchands armés, corsaires commissionnés, pirates autonomes, seigneurs côtiers qui ferment les yeux contre une part, villes qui protestent officiellement et négocient officieusement. Tout le monde a besoin de la mer. Tout le monde a peur de la mer. Dans les registres, dans les plaintes, dans les lettres envoyées d'une ville à l'autre, on voit monter une même musique, des cargaisons perdues, des équipages dépouillés, des navires détournés vers des ports suspects, des rançons exigées, des marchands ruinés. Les villes hanséatiques, qui vivent du flux régulier des marchandises, voient ce flux se transformer en hémorragie. Elles réclament des expéditions punitives, elles renforcent les escortes, elles discutent de blocus, de représailles, de sanctions, elles veulent des noms. Et parmi ces noms, il y en a un qui surprend parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Un nom accompagné d'un titre. Un titre qui sent l'encre et la salle d'étude, pas le goudron et la cale. Magister Wigbold, Magister. Le mot claque comme une anomalie sur le pont d'un navire. Magister, c'est le maître, celui qui a étudié, celui qui a été formé aux arts libéraux, ce socle intellectuel médiéval qui structure l'esprit, grammaire, rhétorique, dialectique, le trivium, puis arithmétique, géométrie, musique, astronomie, le quadrivium, cet art pour apprendre à lire le monde, à le compter, à le décrire, à argumenter, cet art pour servir l'Église, l'administration, le droit, l'enseignement, cet art pour devenir quelqu'un qui manie la plume avant le cutlass. Et pourtant, le voilà associé aux frères des Victuailles, ces hommes de mer dont la réputation se construit sur la vitesse, la violence, l'opportunisme, un érudit parmi les pirates, un maître parmi les coupe-jarrets, un homme qui sait décliner le latin et calculer des proportions, au milieu de marins qui jurent en bas allemand, qui crachent par-dessus bord et qui évaluent une proie à la hauteur de son franc-bord. Ce contraste n'est pas un accident. Il est le produit d'une époque où le savoir n'est pas un refuge moral, mais une ressource, une arme, une monnaie. Pour comprendre comment un magister peut se retrouver dans ce monde, il faut sentir la texture de la Baltique hanséatique. Ce n'est pas seulement une mer, c'est un système où l'écrit prend une place immense. Les contrats, les privilèges, les listes de cargaison, les reconnaissances de dettes, les lettres de marque, les sauf-conduits, les accords entre villes, les plaintes, les arbitrages, tout cela circule, tout cela se copie, tout cela se scelle. Dans une taverne de port, un marchand peut sortir un petit paquet de parchemins comme on sortirait aujourd'hui une liasse de billets. Un capitaine peut montrer une lettre qui le protège ou qui prétend le protéger. Un représentant de ville peut lire à haute voix une décision du conseil. Et celui qui sait lire, vraiment lire, celui qui sait repérer une formule, une clause, une date, celui qui sait écrire une réponse, qui sonne juste, celui-là a un pouvoir disproportionné. Sur mer, la force brute compte. Mais à terre, dans les ports, dans les négociations, dans les moments où l'on décide si un homme est un corsaire ou un pirate, l'écrit peut sauver une tête ou la faire tomber. Wigbold apparaît dans les sources avec ce titre de magister, et c'est déjà une information. Cela signifie qu'il a été reconnu comme tel, qu'il a reçu une formation, qu'il a fréquenté des milieux où l'on attribue ce genre de désignation. On ne distribue pas magister comme un surnom de quai, c'est un marqueur social, un signe de compétence, un signe aussi d'ambition. Mais la Baltique des années 1390 est une machine à broyer les trajectoires linéaires, les carrières tranquilles, les vies rangées, les progressions prévues, étudiants, clercs, administrateurs, se heurtent à une réalité. L'argent circule là où la guerre ouvre des brèches, et la mer, quand elle est militarisée, devient une brèche permanente. Les frères des Victuailles ne sont pas une bande homogène, ce sont des réseaux, des équipages, des capitaines, des alliances temporaires, des ports qui les accueillent ou les tolèrent, des seigneurs qui les utilisent, des villes qui les combattent. Ils ont des bases, des refuges, des points d'appui dans les îles et sur les côtes. Ils se déplacent, ils se recomposent. Ils disparaissent d'un endroit pour réapparaître ailleurs. Et dans ce monde mouvant, un homme comme Wigbold peut être précieux, pas forcément parce qu'il sait se battre mieux que les autres, même si, à force de vivre parmi eux, il apprend, mais parce qu'il sait organiser, il sait formaliser, il sait donner une apparence de légitimité, il sait transformer un acte de prédation en acte de guerre, il sait rédiger, négocier, compter. Avant même d'être un homme de mer, il est un homme de papier. Et le papier, dans cette époque, n'est pas fragile. Il est tranchant. Imaginez la scène, un jour de mauvais temps, dans un port de la côte sud de la Baltique. Les toits sont bas, les rues boueuses, les maisons en briques rouges suintent l'humidité.
Dans une salle chauffée par un poêle, des hommes se penchent sur une table. Il y a des gobelets, des traces de bière, des miettes de pain noir, et au milieu un parchemin. On discute d'une prise, un navire capturé, une cargaison. À qui appartient-elle? Qui a droit à quoi? Quelle part pour le capitaine, quelle part pour l'équipage, quelle part pour le seigneur qui offre refuge, quelle part pour l'intermédiaire qui écoule le butin? Sans règles, tout finit en couteau tiré. Avec des règles, on peut voler ensemble plus longtemps. C'est là que la plume rejoint le cutlass. Le même homme qui sait construire un argument peut construire une discipline. Le même homme qui sait compter peut éviter que l'équipage se mutine. Le même homme qui sait écrire peut produire des documents qui, plus tard, serviront à négocier une amnistie, à prouver une bonne foi, à prétendre qu'on n'était pas pirate mais soldat de la mer. La Baltique est pleine de ces paradoxes. Les villes hanséatiques, si attachées à l'ordre, n'hésitent pas à armer des navires quand leurs intérêts sont menacés. Les princes, si prompts à condamner le brigandage, utilisent des brigands quand cela les arrange. Les seigneurs côtiers, qui se présentent comme garants de la paix, prélèvent leur part sur le désordre, et les hommes comme Wigbold, formés à l'ordre, découvrent que l'ordre peut être loué au plus offrant. Les années 1392 à 1395 voient la montée en puissance des frères des Victuailles. Les opérations de ravitaillement, les coups de main, les captures se multiplient. Les routes commerciales deviennent des zones de chasse. Les marchands s'organisent en convois. Les villes protestent, envoient des messagers, échangent des informations. On dresse des listes de pertes. On parle de frères comme d'une menace structurée, pas comme de simples bandits isolés. Et dans cette montée, Wigbold se détache par son titre. Il n'est pas seulement un nom parmi d'autres. Il est un symbole de la porosité des mondes. Un homme qui aurait pu être au service d'un chapitre, d'un conseil urbain, d'un tribunal, et qui se retrouve lié à une fraternité de mères. On ne sait pas tout de ses origines, et c'est presque logique. Les archives médiévales sont des lanternes qui éclairent par à-coups. Elles montrent un homme quand il entre dans le champ du conflit, quand il devient utile ou dangereux, quand il laisse une trace dans une plainte, une décision, un acte. Avant cela, il peut être partout et nulle part. Un étudiant dans une ville universitaire, un clerc dans une chancellerie, un maître d'école, un homme de lettres. Puis, soudain, un homme de mer. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il apparaît, il apparaît déjà avec ce double visage, l'érudit et le vitalien, la plume et le cutlass. La plume, parce qu'un magistère sait manier les mots comme des outils, il sait la force d'une formule. Il sait comment une phrase peut engager, comment une clause peut protéger, comment une ambiguïté peut être exploitée. Dans un monde où la légitimité se joue souvent sur des documents, cette compétence est une arme, le cutlass, parce que sur la Baltique, la compétence sans violence ne suffit pas. Un navire ne se capture pas avec un syllogisme, une cargaison ne se transfère pas avec une citation d'Aristote. Il faut des hommes, des cordes, des grappins, des arcs, des arbalètes, des haches. Il faut monter à l'abordage. Il faut tenir un pont glissant sous la pluie. Il faut faire plier un équipage qui ne veut pas mourir pour des ballots de laine. Et pourtant, la violence elle-même a besoin d'organisation. Un équipage doit être payé, nourri, récompensé. Un navire doit être réparé, calfaté, approvisionné. Les prises doivent être écoulées, les rançons négociées, les relations avec les ports entretenues, les protections achetées, les informations obtenues. Qui part demain? Qui arrive? Quel convoi est attendu? Quelle ville a renforcé ses escortes? Quel seigneur est prêt à fermer les yeux? Dans cette économie, le savoir devient un multiplicateur de force. Un magistère peut faire gagner du temps, éviter des erreurs, sécuriser des accords. Il peut transformer une bande en réseau. Il peut donner à la prédation une forme de rationalité. La Baltique, à cette époque, est aussi un espace de langue. Bas-allemand dans les villes hanséatiques, scandinave dans les royaumes du Nord, latin dans les documents officiels, dans l'église, dans les chancelleries. Celui qui navigue entre ces langues navigue aussi entre les mondes. Il comprend les nuances. Il peut servir d'interprète. Il peut rédiger une lettre qui sera comprise et respectée. Il peut écouter une rumeur de quai et la transformer en information exploitable. Wigbold, avec son titre, suggère cette capacité. Il n'est pas seulement un homme qui sait lire. Il est un homme formé à convaincre. La rhétorique dans les arts libéraux n'est pas un ornement. C'est une technique. Savoir parler, savoir structurer un discours, savoir répondre, savoir retourner un argument. Dans une taverne où l'on négocie une alliance, dans une salle où l'on discute d'une amnistie, dans un port où l'on tente d'obtenir un refuge, cette technique peut valoir autant qu'une épée. Et puis il y a la dialectique, l'art de la dispute, l'art de distinguer, de définir, de jouer sur les catégories, corsaire ou pirate, prise légitime ou vol, ennemi ou neutre.
Service rendu ou crime commis? Dans un monde où ces distinctions peuvent décider de la vie ou de la mort, celui qui sait manier les concepts a un avantage. La mer, elle, se moque des concepts. Elle impose sa propre grammaire. Le vent tourne, la houle se lève, les voiles claquent. Les hommes vomissent par-dessus bord. Les mains saignent sur les cordages, le sel brûle les lèvres. La nuit tombe tard, mais quand elle tombe, elle est épaisse. Et dans cette obscurité, une silhouette peut surgir, une voile basse, un navire rapide, des hommes qui rament pour se placer au bon, angle pour couper la route, pour forcer l'autre à ralentir. Les navires de la Baltique ne sont pas des monstres océaniques. Ce sont des coques adaptées aux eaux peu profondes, aux archipels, aux ports étroits, des coques hanséatiques, robustes, ventrues, bonnes pour transporter, moins bonnes pour fuir. Des embarcations plus légères, plus rapides, capables de surprendre. La tactique est simple, approcher, intimider, aborder. Parfois, il suffit de montrer qu'on est prêt à tuer, parfois, il faut tuer. Les frères des Victuailles, dans leur phase de montée, profitent de tout, des conflits politiques, des rivalités entre villes, des hésitations des princes, des distances. La Baltique est grande et les moyens de contrôle sont limités. Une expédition punitive met du temps à se préparer, les informations circulent lentement, les saisons imposent des pauses, l'hiver peut geler des ports, immobiliser des flottes, transformer la mer en piège. Et pendant ces pauses, les réseaux se réorganisent. Dans les villes hanséatiques, on débat, on écrit, on envoie des délégations, on discute de budget pour armer des navires, on recrute des capitaines, on promet des récompenses. On menace de sanctions ceux qui accueillent les Vitaliens, on tente de fermer les refuges. Mais fermer un refuge, ce n'est pas seulement une décision politique, c'est une opération concrète. Contrôler une île, surveiller une côte, empêcher un navire d'entrer dans une crique, cela demande des hommes, des navires, de l'argent. Et l'argent, même dans les villes riches, n'est pas infini. Pendant ce temps, sur les quais, la vie continue. Les marchands ne peuvent pas arrêter de commercer. Les villes ne peuvent pas arrêter de manger. Le grain doit arriver, le sel doit circuler. Le bois doit être transporté, les peaux doivent être vendues, la cire doit être livrée. Chaque cargaison est un pari, chaque traversée est une loterie. C'est dans cette tension permanente que Wigbold entre en scène, pas comme un héros romantique, pas comme un aventurier de légende, mais comme un homme dont le profil correspond exactement à ce que cette époque produit, un spécialiste de l'écrit qui comprend que l'écrit peut servir la violence et que la violence peut enrichir l'écrit. On peut imaginer son regard sur ce monde, un regard d'homme formé à l'ordre mais confronté à un ordre qui se fissure, un regard qui voit les failles, les contradictions, les hypocrisies, les opportunités. Un magistère sait ce que vaut une signature, il sait ce que vaut un sceau, il sait aussi ce que vaut l'absence de sceau, il sait que beaucoup de choses se font sans papier mais que tout le monde, tôt ou tard, cherche un papier pour se couvrir. Un seigneur qui accueille des Vitaliens veut pouvoir dire qu'il ne savait pas. Une ville qui négocie veut pouvoir dire qu'elle a agi pour la paix. Un capitaine veut pouvoir dire qu'il a servi une cause. Et dans ce théâtre, celui qui sait écrire les répliques devient indispensable. Les frères des Victuailles, eux, ont besoin de cette compétence parce qu'ils ne sont pas seulement des hommes de mer. Ils sont des acteurs politiques. Ils servent des intérêts. Ils sont utilisés comme leviers dans des conflits plus vastes. Ils peuvent être tolérés, puis soudain déclarés hors la loi. Ils peuvent recevoir des protections, puis être sacrifiés. Ils peuvent être amnistiés, puis traqués. Tout dépend du moment, du rapport de force, de la fatigue des villes, de la volonté des princes. Et déjà dans les années 1390, on sent que cette tolérance est fragile. Les plaintes s'accumulent. Les pertes deviennent trop lourdes. Les villes hanséatiques, qui peuvent se quereller entre elles, savent aussi se coaliser quand leur survie économique est en jeu. Elles ont des flottes, elles ont des arsenaux. Elles ont des capitaines expérimentés, elles ont des moyens de pression. Embargo, sanctions, diplomatie. Elles peuvent convaincre des princes de changer de camp, elles peuvent acheter des alliances, elles peuvent promettre des amnisties à certains pour isoler les autres. Dans ce jeu, un homme comme Wigbold est à la fois un atout et un risque. Un atout parce qu'il peut aider à naviguer dans les négociations, à obtenir des protections, à comprendre les décisions des villes. Un risque parce qu'il laisse des traces. Un homme de papier laisse du papier, et le papier, un jour, peut servir de preuve. Mais pour l'instant, la mer est ouverte. Les refuges existent, les protections tiennent, les Vitaliens prospèrent. Ils deviennent une puissance de fait, une force qui compte. Et Wigbold, magistère, se trouve au cœur de cette puissance. On le voit dans la manière dont les contemporains le désignent. Ils ne disent pas seulement Wigbold, ils disent Magister Wigbold, comme si le titre faisait partie du personnage.
comme si l'érudition était inséparable de la menace, comme si l'on voulait souligner l'étrangeté. Même les maîtres d'école se mettent à piller, et cela raconte quelque chose de plus large. La Baltique n'est pas un monde séparé du monde savant. Les villes hanséatiques ont des écoles, des églises, des conseils qui emploient des clercs. Les universités du nord de l'Empire attirent des étudiants. Les carrières administratives existent, mais elles ne sont pas toujours stables, pas toujours lucratives, pas toujours accessibles. La guerre, elle, offre des gains rapides, elle offre des promotions brutales, elle offre des places à prendre. Un navire capturé, c'est une fortune en mouvement. Une cargaison de sel, de cire, de tissu, de métal, c'est de l'argent qui peut être transformé en armes, en protection, en influence. Et dans une société où les hiérarchies sont fortes, l'argent est un raccourci. Un raccourci dangereux, mais un raccourci. La mer Baltique, avec ses routes commerciales, est un coffre-fort qui traverse l'eau. Les Vitaliens ont trouvé la clé. La vitesse, la surprise, la connaissance des côtes, et cette capacité à se glisser dans les interstices du droit. Ils ne sont pas toujours des hors-la-loi absolus. Ils sont souvent des hommes qui exploitent le fait que la loi est multiple. Loi d'un prince, coutume d'une ville, droit maritime, privilèges hanséatiques, décision d'assemblée. Quand ces lois se contredisent, la violence s'engouffre. Et Wigbold, magister, est précisément l'homme qui sait lire ces contradictions, qui sait les utiliser, qui sait peut-être les fabriquer. On imagine sa main sur un registre, une main qui a tenu la plume des années durant, une main qui trace des lignes, qui inscrit des chiffres, qui note des noms, puis la même main qui saisit une arme, qui se cramponne à un bastingage, qui pointe vers une voile à l'horizon. Le même homme, deux gestes, deux mondes, un seul corps. Dans les ports, les rumeurs courent vite. On parle de navires disparus, de capitaines qui ne sont jamais revenus, de cargaisons qui ont changé de destination. On parle de ces frères qui apparaissent là où on ne les attend pas. On parle de leurs bases, de leurs îles, de leur complicité. On parle aussi de leurs chefs, de ceux qui donnent le ton, qui organisent, qui négocient. Et parmi ces chefs, le nom de Wigbold circule avec une nuance particulière. Ce n'est pas seulement un homme dangereux, c'est un homme dangereux et instruit. Cela inquiète plus qu'un simple brigand. Parce qu'un brigand peut être acheté, trahi, éliminé. Un homme instruit peut construire des réseaux plus solides. Il peut anticiper. Il peut comprendre les mécanismes de répression avant qu'ils ne se mettent en place. Il peut lire une décision hanséatique et en déduire les prochaines étapes. Il peut repérer les failles dans une coalition. Il peut proposer des stratégies. La Baltique est un échiquier où les pièces sont des navires. Les rois sont des conseils urbains, des princes, des seigneurs. Les pions sont des marins. Et parfois, un magister devient joueur. À ce stade, la trajectoire de Wigbold est encore enveloppée de brume, comme ces côtes qu'on devine sans les voir. On sait qu'il est là. On sait qu'il est nommé. On sait qu'il est associé aux Vitaliens. On sait qu'il mourra en mai 401, au moment où la répression se durcit et où les protections se dérobent. Mais pour l'instant, dans les années 1390, il est dans la phase ascendante, dans ce moment où la mer semble offrir plus qu'elle ne reprend. Les frères des Victuailles, eux, continuent de se présenter ou de se laisser présenter comme des hommes de nécessité, des ravitailleurs, des auxiliaires, des combattants d'une cause. Et cette façade, même si elle se fissure, a une utilité. Elle permet de recruter, elle permet de négocier, elle permet de trouver des ports où l'on peut vendre une cargaison sans être immédiatement pendu, elle permet de se raconter une histoire à soi-même aussi. On n'est pas un voleur, on est un homme de guerre. Wigbold, magister, c'est la puissance des récits. Il sait que les mots ne sont pas seulement des descriptions, mais des instruments. Appeler une prise ravitaillement plutôt que pillage, c'est déjà déplacer la morale. Appeler un pirate corsaire, c'est déjà lui donner une chance de survie. Appeler une bande frère, c'est déjà lui donner une cohésion. Et dans cette Baltique où les hivers sont longs, où les routes sont vitales, où les villes vivent de la mer comme d'un organe, cette cohésion fait peur, parce qu'elle signifie que la menace n'est pas un accident. Elle est organisée. Les villes hanséatiques, en réponse, commencent à durcir leur langage. Les plaintes deviennent plus précises. Les demandes de répression plus insistantes. On cherche à isoler les chefs, à couper les refuges, à retourner les protections. On promet des pardons à certains, on menace les autres. On comprend que la mer ne peut pas être pacifiée par des sermons. Il faut des navires, il faut des hommes, il faut de l'argent. Il faut surtout une volonté politique. Mais la volonté politique, dans un monde de princes rivaux et de villes jalouses de leurs privilèges, est toujours un compromis. Et tant que le compromis n'est pas total, tant qu'il reste des zones grises, les Vitaliens respirent, Wigbold respire avec eux. Il y a quelque chose de presque moderne dans cette figure,
l'intellectuel qui ne se retire pas du monde, mais qui plonge dans sa violence et y trouve une place, non pas en reniant son savoir, mais en l'utilisant. Le magistère ne devient pas pirate malgré ses études, il devient pirate avec ses études. Il emporte avec lui la grammaire, la rhétorique, le calcul, la capacité à structurer. Il emporte aussi probablement une certaine froideur, celle de l'homme qui sait que les systèmes sont faits de règles et que les règles peuvent être tordues. La Baltique, elle, continue de gronder. Les voiles apparaissent et disparaissent. Les ports s'enrichissent et s'appauvrissent. Les conseils urbains écrivent des lettres qui traversent la mer plus lentement que les navires qu'ils veulent arrêter. Les marins racontent des histoires de prises, de combats, de tempêtes. Les prêtres prêchent contre le brigandage, puis bénissent des navires armés. Les seigneurs jurent de rétablir la paix, puis accueillent des hommes recherchés. Et au milieu de ce vacarme, un nom reste accroché comme un clou dans le bois, Magister Wigbold. Un titre de salle d'études planté dans une époque de sel et de sang. Un maître des arts libéraux, déjà lié à une fraternité qui, sous prétexte de nourrir, a appris à prendre, et qui bientôt prendra trop. Il y a, dans la vie d'un navire, un moment où tout se joue avant même que la voile ne se gonfle, à quai, dans l'ombre des entrepôts, là où l'on ne voit pas la mer, mais où l'on la sent dans les planches humides, dans le chanvre des cordages, dans le goudron qui colle aux doigts, là où l'on ne parle pas de tempête, mais de poids, de part, de délai, là où l'on ne brandit pas encore la hache, mais où l'on sort la plume. Les frères des Victuailles, quand ils cessent d'être seulement des convoyeurs armés et deviennent une puissance de prédation, ont besoin de cela plus que de bravoure. Ils ont besoin d'une mécanique qui transforme la violence en routine, qui transforme l'attaque en procédure, qui transforme le butin en capital. Et dans cette mécanique, un magistère n'est pas un décor exotique, c'est une pièce maîtresse, parce que la piraterie dans la Baltique des années 1390 n'est pas un chaos permanent, elle est une entreprise clandestine, oui, mais avec ses comptes, ses contrats implicites, ses règles de partage, ses réseaux de revente, ses garanties, ses sanctions internes. Un équipage qui ne sait pas comment on partage finit par se déchirer. Un capitaine qui ne sait pas comment écouler une cargaison finit par attirer sur lui la colère des ports. Un réseau qui ne sait pas comment négocier finit par se retrouver seul. Et la solitude, sur mer, c'est la mort. Alors on organise, on écrit, on calcule. Le magistère, lui, a été formé à l'idée que le monde est lisible, qu'il a une grammaire, qu'il existe des catégories, des définitions, des exceptions, et soudain il se retrouve dans un univers où la catégorie pirate n'est pas une essence mais une étiquette qu'on colle ou qu'on arrache selon l'endroit où l'on accoste. À Lubeck, on est un brigand, à un mouillage complaisant, on est un auxiliaire, dans une lettre de marque, on est un serviteur, dans une plainte hanséatique, on est un monstre. Ce glissement-là, Wigbold le comprend instinctivement. Il a appris la rhétorique, l'art de faire tenir une position. Il a appris la dialectique, l'art de découper un problème en distinctions. Il a appris l'arithmétique, l'art de compter sans se tromper. Et il a appris surtout ce que beaucoup de marins ne savent pas, la force d'un document. Un document au Moyen-Âge, ce n'est pas seulement une feuille, c'est une arme sociale, c'est une protection, c'est un piège, c'est une promesse, c'est une menace. Dans les ports hanséatiques, la vie économique est une liturgie de l'écrit. On dresse des listes de cargaisons, on note les noms des marchands, on enregistre les dettes, on scelle les accords, on copie les décisions des conseils, on conserve les plaintes, on archive les arbitrages. Et quand un navire disparaît, quand une cargaison n'arrive pas, quand un marchand revient ruiné, ce n'est pas seulement une histoire. Racontée au comptoir d'une taverne, c'est une ligne dans un registre, une pièce dans un dossier, une preuve qui peut déclencher une expédition punitive. Les Vitaliens, eux, vivent dans l'interstice. Ils ont besoin de l'écrit pour se protéger de l'écrit. Ils ont besoin de papier pour survivre dans un monde de papier. Et c'est là que la plume de Wigbold devient aussi utile que le cutlass du meilleur abordeur. On imagine très bien comment cela se passe concrètement. Pas dans une grande salle solennelle, mais dans une pièce basse, enfumée, où l'on sent la laine mouillée et la graisse rance. Une table, une chandelle, des hommes qui parlent fort, qui s'interrompent, qui jurent, et au milieu un homme qui écoute, qui laisse les autres s'échauffer, puis qui tranche avec une phrase claire. Il ne crie pas, il formule « Cette prise-là, si on la vend ici, on se fait dénoncer. Ah, cette cargaison-là, elle est marquée, elle est attendue, elle a des yeux partout. À ce capitaine-là, il a des cousins au conseil, il faut le rançonner, pas le tuer. À ce port-là, il veut sa part, mais il veut surtout pouvoir dire qu'il n'a rien vu. Donnez-lui un prétexte. Donnez un prétexte. Voilà un mot de magistère.
Voilà une manière d'entrer dans la piraterie sans se salir les mains, tout en les salissant jusqu'au coude. Car la piraterie organisée, ce n'est pas seulement l'attaque, c'est l'après. Et l'après est souvent plus difficile que l'abordage. Une fois le navire capturé, il faut décider vite, on ne peut pas rester longtemps sur place. La mer est un espace ouvert, mais les nouvelles circulent et un navire qui manque à l'appel déclenche des recherches, un convoi qui ne revient pas fait lever des soupçons. Et dans les archipels, une voile à l'horizon peut être une proie ou une escadre. Alors on fait des choix. On garde le navire, on le brûle, on le coule, on le relâche après l'avoir dépouillé, on prend des otages, on exige une rançon, on détourne la cargaison vers un refuge, on change les marques, on repeint, on rebaptise, on remplace les voiles. Tout cela demande une intelligence pratique et une intelligence administrative. Le butin, par exemple. Dans l'imaginaire, on voit des coffres d'or. En réalité, la Baltique hanséatique transporte surtout des choses lourdes, utiles, échangeables. Du sel, du hareng, du grain, du bois, du fer, de la cire, des peaux, des tissus. Ce sont des richesses, oui, mais des richesses qui prennent de la place, qui se gâtent, qui se volent, qui se repèrent. Une cargaison de sel, c'est précieux, mais c'est aussi une signature. Tout le monde sait d'où vient le sel, où il va, qui l'attend. Une cargaison de cire, c'est recherché, mais c'est identifiable. Une cargaison de tissu, c'est facile à écouler, mais cela attire les regards. Il faut donc des circuits, des intermédiaires, des acheteurs qui ne posent pas trop de questions, des ports où l'on peut débarquer sans être immédiatement saisi, des seigneurs côtiers qui ferment les yeux contre une part, des artisans qui réparent les coques sans demander l'origine du bois, des taverniers qui hébergent des hommes recherchés, des prêtres qui bénissent sans trop regarder. Et pour tenir ces circuits, il faut parler, il faut écrire, il faut promettre, il faut menacer, il faut savoir ce que vaut une parole donnée et ce que vaut une parole écrite. Wigbold, avec sa formation, c'est aussi quelque chose d'essentiel. La réputation est une monnaie. Dans un monde où l'on ne peut pas toujours faire respecter un contrat par un tribunal, on le fait respecter par la peur, par l'honneur, par la vengeance, par la mémoire. Un réseau vitalien qui ne paie pas ses hommes se vide. Un capitaine qui trahit ses partenaires se retrouve isolé. Un port qui livre des vitaliens perd une source de revenus, mais gagne peut-être la faveur d'une ville hanséatique. Tout est calcul, et le calcul, c'est le domaine du magistère. On parle souvent des pirates comme d'hommes libres, indisciplinés, vivant au jour le jour. La Baltique de 1390 n'a pas le luxe du romantisme. Un équipage doit manger, tous les jours. Il faut du pain, de la bière, du poisson, parfois de la viande salée. Il faut de l'eau douce. Il faut du bois pour réparer. Il faut du chanvre pour les cordages. Il faut du goudron pour calfater. Il faut des pointes, des clous, des pièces de métal. Il faut des armes. Et les armes s'usent, se cassent, se perdent. Le ravitaillement au départ est dans leur nom. Victuailles, vivre. Et même quand ils pillent, ils restent obsédés par la logistique. Un navire rapide mais mal nourri devient un navire lent. Un équipage affamé devient un équipage dangereux pour son propre capitaine. La faim sur mer n'est pas seulement une souffrance, c'est une force politique. Elle fait mutiner, elle fait tuer, alors on tient des comptes, même sommaires, même sur des bouts de parchemin, même dans la tête. Mais un homme qui sait compter, qui sait écrire, qui sait faire correspondre une part à une personne, une dette à un nom, un service, à une récompense, cet homme-là stabilise la violence, il la rend rentable. Et rentable, cela veut dire durable. Les frères des Victuailles, dans ces années-là, ne sont pas seulement des bandes qui surgissent et disparaissent, ils deviennent des acteurs capables de tenir une saison entière, puis une autre, capables de se replier l'hiver, de se disperser, de se retrouver, capables de négocier des refuges, capables de jouer des rivalités. Un port-refuge, par exemple, n'est pas un simple endroit où l'on jette l'ancre, c'est un accord tacite, un équilibre fragile entre ce que le port gagne et ce qu'il risque. Le port gagne, des marchandises à bas prix, des pièces d'argent, des hommes qui dépensent, des réparations payées, des protections achetées. Le port risque, des représailles hanséatiques, un embargo, une expédition punitive, la perte de privilèges, la colère d'un prince. Pour que le port accepte, il faut lui donner des garanties, parfois une part du butin, parfois une promesse de ne pas attaquer ses propres navires, parfois une lettre, un papier, un semblant de légalité, et c'est là que l'érudit devient indispensable. Il sait fabriquer du plausible. Plausible ne veut pas dire vrai. Plausible veut dire défendable. Une lettre de marque, par exemple, peut être claire ou volontairement floue. Elle peut désigner un ennemi précis ou laisser entendre que l'ennemi est quiconque entrave la cause. Elle peut être datée, scellée, signée ou copiée, interprétée, brandie comme un talisman.
Dans la zone grise, on vit de ces ambiguïtés, et un magistère sait les manier. Il sait aussi comment parler aux autorités. Un marin peut menacer, un marin peut supplier, un marin peut offrir de l'argent, mais un marin, face à un conseil urbain, face à un bailli, face à un représentant d'un prince, manque souvent du langage. Il manque des formules. Il manque de cette politesse agressive qui permet de demander sans se mettre à genoux, de promettre sans s'engager trop, de nier sans se contredire. Wigbold, lui, a ce langage. Il sait comment on écrit humblement tout en exigeant. Il sait comment on invoque la paix tout en préparant la guerre. Il sait comment on se présente comme un serviteur fidèle tout en gardant la main sur le couteau. Et puis il y a les langues. La Baltique est un carrefour. Les ports hanséatiques parlent bas allemand. Les Scandinaves ont leurs idiomes. Le latin reste la langue des documents, des chancelleries, des clercs. Un homme formé aux arts libéraux a au minimum une familiarité avec le latin, avec les structures, avec les tournures. Il peut comprendre un acte. Il peut repérer une clause. Il peut traduire ou faire semblant de traduire. Et parfois, faire semblant suffit pour prendre l'avantage. Dans une négociation de rançon, par exemple, chaque mot compte. On ne rançonne pas seulement un homme, on rançonne un réseau. Un capitaine capturé peut avoir des associés à terre. Un marchand capturé peut avoir des partenaires dans plusieurs villes. Un otage, c'est une corde tendue entre deux mondes. Trop tirée, elle casse. Pas assez tirée, on perd l'argent. Il faut donc doser fixer un montant, fixer un délai, fixer un lieu d'échange, fixer des garanties, un otage contre un autre, une partie de la somme maintenant, le reste plus tard. Et tout cela, idéalement, doit être formulé de manière à pouvoir être renié si nécessaire, ou au contraire brandi comme preuve de bonne foi si l'on veut négocier une amnistie. C'est un art de chancellerie appliqué à la mer. On comprend alors pourquoi le titre de magister colle à Wigbold comme une seconde peau. Ce n'est pas un détail pittoresque, c'est une fonction. Dans un monde où la violence est partout, celui qui sait la mettre en forme devient précieux. Mais il ne faut pas se tromper. Cette mise en forme n'adoucit pas la violence. Elle la rend plus efficace. Sur le pont, quand l'abordage commence, il n'y a plus de latin. Il y a le bruit, le bois qui craque, les cordages qui fouettent, les cris qui se perdent dans le vent, les arbalètes qui claquent, les flèches qui vibrent dans les planches, les mains qui glissent sur des surfaces mouillées de pluie, de sel, parfois de sang. Les navires marchands hanséatiques, lourds, chargés, sont des proies tentantes. Ils ont des bords hauts, ils peuvent être défendus, mais ils manquent souvent de vitesse. Les Vitaliens, eux, cherchent l'angle. Ils cherchent le moment où le vent est favorable. Ils cherchent la surprise, la confusion. Ils peuvent se cacher derrière une île, surgir d'une brume, se présenter comme un navire ami jusqu'à la dernière minute. Et quand ils sont assez près, tout devient brutalement simple. On lance des grappins, on tire, on colle les coques, on saute. La discipline ici est tout. Un équipage qui se précipite sans ordre se fait repousser. Un équipage qui hésite se fait massacrer. Il faut des rôles, ceux qui tirent, ceux qui montent, ceux qui coupent les cordages, ceux qui neutralisent le gouvernail, ceux qui vont directement à la cale, ceux qui surveillent les prisonniers. Cette répartition, cette capacité à transformer une bande en instrument, c'est aussi de l'organisation. Et l'organisation, encore une fois, c'est le terrain où un homme formé à structurer peut influencer. Même si Wigbold n'est pas celui qui frappe le premier, il peut être celui qui décide comment on frappe, quand, où, et surtout pourquoi officiellement. Car après l'attaque, il faut raconter, toujours raconter, aux hommes d'abord, pour maintenir la cohésion, pour justifier les risques, pour expliquer pourquoi on a épargné tel navire et pas tel autre, pourquoi on a accepté une rançon au lieu de tout prendre, pourquoi on a partagé de telle manière. Un équipage n'est pas une armée régulière. Il suit tant que cela lui semble juste, ou profitable, ou inévitable. Au port, ensuite. Pour obtenir l'accueil, pour vendre, pour réparer, pour se cacher. Un port veut une histoire qu'il pourra répéter si on l'accuse. Ils étaient de passage. Ils avaient des papiers. Ils ont payé. Nous n'avons rien vu. Aux autorités, enfin, quand la pression monte, et elle monte toujours. Les villes hanséatiques ne sont pas des villages impuissants. Elles ont des conseils, des flottes, des alliances. Elles peuvent décider de frapper, elles peuvent décider de punir un port complice, elles peuvent décider de saisir des biens, elles peuvent décider de fermer des marchés, elles peuvent décider de faire de la piraterie un crime qui ne se négocie plus. Dans ce contexte, les Vitaliens ont besoin de portes de sortie, d'amnistie, de pardon conditionnel, de possibilité de se recycler. Et pour obtenir cela, il faut des dossiers, des arguments, des preuves, même fabriquées, des témoignages, des lettres. Un magistère sait préparer un homme à être pardonné.
Il sait comment on se présente devant un tribunal, il sait quel mot déclenche la clémence, il sait comment on transforme un passé de pillage en passé de service. J'ai agi sous commission, j'ai obéi à un seigneur, j'ai combattu l'ennemi de la paix, j'ai nourri une ville affamée, la faim encore, toujours la faim. Elle sert de justification comme elle sert de moteur, et pourtant plus les années 1390 avancent, plus cette justification s'use. Les opérations de ravitaillement, qui pouvaient être présentées comme une nécessité politique, se transforment en piraterie autonome. Les prises ne visent plus seulement des ennemis déclarés, elles touchent des neutres, elles touchent des partenaires, elles touchent des navires qui n'ont rien à voir avec les querelles scandinaves. La mer devient un espace où tout navire est suspect, donc attaquable. Les plaintes hanséatiques se multiplient, elles deviennent plus détaillées, plus rageuses. On y lit la frustration d'un système qui se veut rationnel et qui se heurte à une violence mobile. On y lit aussi une obsession, identifier les chefs, mettre des noms, fixer des responsabilités. Et là, le nom de Wigbold, avec son titre, devient presque une provocation. Parce qu'il incarne exactement ce que les villes craignent, non pas seulement des marins affamés, mais des hommes capables de penser, des hommes capables de s'adapter, des hommes capables de retourner les règles contre ceux qui les ont écrites. Il y a une autre dimension plus intime, plus sombre. Un magistère a été formé à l'idée de hiérarchie, de discipline intellectuelle, de maîtrise de soi. Il a appris à dominer ses impulsions par la méthode. Et cette maîtrise, transposée sur mer, peut donner quelque chose de glaçant, une violence froide. Une violence qui n'est pas seulement une explosion, mais un choix. Choisir de prendre tel navire parce qu'il est rentable. Choisir d'épargner tel équipage parce qu'il sera utile comme messager. Choisir de tuer tel homme parce qu'il est un témoin dangereux. Choisir de relâcher tel autre parce qu'il portera la rumeur qui fera peur au prochain. La peur est un outil. Les Vitaliens le savent. Les villes le savent. Et Wigbold, homme de mots, sait comment la peur se fabrique. Par des récits, par des exemples, par des noms qui circulent. Dans les tavernes, on raconte, on exagère, on simplifie, on transforme des opérations complexes en histoires nettes. Ils ont pris un navire près de telle île. Ils ont dépouillé l'équipage. Ils ont laissé les hommes nus sur la côte. Ils ont exigé une rançon énorme. Chaque détail, vrai ou faux, devient une brique dans une réputation, et une réputation sur mer peut faire capituler un navire avant même l'abordage. Si un capitaine croit qu'il a affaire à des hommes qui ne font pas de prisonniers, il se rend plus vite. Si un marchand croit qu'il peut négocier, il tente de gagner du temps. Si un port croit qu'il sera puni, il ferme ses portes. Si un seigneur croit qu'il peut profiter, il ouvre une crique. Le magistère, encore une fois, est au centre. Il comprend que la guerre maritime est aussi une guerre d'information. Information sur les routes, sur les convois, sur les escortes, sur les décisions des conseils, sur les humeurs des princes, sur les prix du grain, sur les ports qui manquent de sel, sur les villes qui ont peur de la famine, sur les seigneurs qui ont besoin d'argent. Un réseau vitalien efficace n'est pas seulement un groupe de navires rapides, c'est un réseau d'oreilles, de messagers, de complicités. Et ces complicités se nourrissent de promesses écrites autant que de pièces d'argent. On peut presque voir Wigbold dans ce rôle, celui qui reçoit des nouvelles, qui les trie, qui les met en ordre. Celui qui sait distinguer la rumeur utile de la rumeur dangereuse. Celui qui sait quand une information doit être partagée et quand elle doit être gardée. Celui qui sait que trop parler tue, mais que ne pas parler aveugle. Et puis il y a la concurrence. On l'oublie souvent, les Vitaliens ne sont pas une fraternité idyllique. Ils sont des hommes attirés par le gain, ils coopèrent tant que cela sert, ils se jalousent, ils se trahissent, ils se disputent des prises, des refuges, des protections. Dans ce monde, un magistère peut aussi servir d'arbitre ou de manipulateur. Celui qui rédige un accord de partage, celui qui fixe une règle, celui qui tranche un conflit, gagne du pouvoir. Parce que celui qui définit la règle définit la réalité. La règle de partage, par exemple, est un point de tension permanent. Quelle part pour le capitaine? Quelle part pour le propriétaire du navire si le capitaine n'est pas propriétaire? Quelle part pour les hommes qui ont risqué leur vie à l'abordage? Quelle part pour ceux qui sont restés à la manœuvre? Quelle part pour les blessés? Quelle part pour les veuves, si l'on veut maintenir une forme de solidarité? Quelle part pour le port qui offre refuge? Quelle part pour le seigneur qui protège? Chaque pourcentage est une décision politique. Chaque décision politique peut déclencher une mutinerie. Un homme qui sait compter et convaincre peut faire accepter l'inacceptable. Il peut présenter une répartition comme juste alors qu'elle sert un noyau dirigeant. Il peut calmer les colères en promettant une prochaine prise. Il peut transformer une injustice en nécessité. Il peut surtout donner à la prédation une façade de communauté. Frère, encore ce mot.
qui sonne comme une prière et qui cache une entreprise. Et pendant que cette entreprise se perfectionne, les villes hanséatiques, elles, s'adaptent aussi. Elles renforcent les convois, elles arment des escortes, elles recrutent des capitaines capables de combattre, elles discutent de représailles, saisir des biens de ports complices, interdire le commerce, frapper là où cela fait mal. La mer devient un espace de plus en plus militarisé, les marchands se transforment en combattants, les navires se hérissent d'armes, les routes se déplacent. On évite certains passages. On préfère des détours plus longs mais moins dangereux. On navigue en groupe, on attend des escortes, on perd du temps. Et perdre du temps dans le commerce, c'est perdre de l'argent. Ce durcissement a un effet paradoxal. Il rend chaque prise plus précieuse, plus risquée donc plus rentable. Et il pousse les Vitaliens à être encore plus organisés, encore plus informés, encore plus rapides. C'est une spirale. Et Wigbold, au cœur de cette spirale, incarne une vérité dérangeante. L'éducation ne protège pas de la violence. Elle peut la rationaliser. On aimerait croire que le savoir mène à la sagesse, que la grammaire mène à la morale, que la dialectique mène à la justice. Mais dans la Baltique de 1390, le savoir mène souvent à l'efficacité. Et l'efficacité dans une économie de guerre est une tentation. Le magistère sait aussi comment se présenter. Le titre, magistère, n'est pas seulement un souvenir d'études, c'est un outil de prestige. Dans un port, face à un seigneur local, face à un clerc, face à un marchand, ce titre ouvre des portes. Il suggère qu'on n'a pas affaire à un simple marin. Il suggère une capacité à négocier, à comprendre, à respecter certaines formes, et les formes comptent, même chez les pirates. Un accord conclu, correctement, avec des témoins, avec une formule, avec un sceau emprunté ou imité, peut suffire à calmer un port. Un port veut pouvoir dire « Nous avons traité avec des hommes qui avaient des papiers, même si ces papiers sont douteux, même si tout le monde sait qu'ils sont douteux. » L'important, c'est de pouvoir jouer la comédie devant les puissants. La comédie médiévale est une comédie de sceau. Le sceau, cette petite masse de cire marquée, est un symbole de pouvoir. Il dit « Ceci est officiel », ceci engage, ceci a une autorité, et dans la zone grise, on adore les symboles. Parce qu'ils permettent de faire passer une violence privée pour une violence publique, Wigbold, homme de l'écrit, sait cela. Il sait aussi que le sceau peut être perdu, volé, copié, que l'autorité peut être imitée, que la frontière entre un document authentique et un document utile est parfois aussi fine qu'un fil de chanvre, et pendant ce temps, sur mer, les hommes continuent de vivre dans le froid, dans l'humidité, dans la fatigue. Ils dorment mal, ils mangent vite, ils se lavent peu, ils sentent le sel, la sueur, le poisson, leurs mains sont crevassées, leurs ongles noirs, leurs vêtements raides de sel. Ils vivent au rythme des manœuvres, hissés, cargués, virés, écopés, réparés. La mer Baltique n'est pas tendre, elle ne pardonne pas l'erreur. Un banc de sable peut éventrer une coque, une brume peut faire rater un passage, un vent contraire peut immobiliser un navire et le livrer à une escadre, un hiver précoce peut enfermer un équipage dans un port hostile. Dans cette dureté, la promesse du butin est ce qui tient, et la promesse du butin doit être crédible. Elle doit être organisée, elle doit être distribuée, elle doit être racontée. Wigbold, encore, est là, dans la crédibilité. Il y a aussi la dimension religieuse, omniprésente, même chez ceux qui violent les règles. On prie avant de partir, on jure sur des reliques, on invoque des saints, on demande la protection divine, et quand on pille, on peut encore se dire qu'on est dans son droit, parce qu'on sert une cause, parce qu'on combat un ennemi, parce qu'on nourrit des affamés. Le magistère, formé dans un monde où la théologie et le droit se touchent, sait comment on justifie, il sait comment on se raconte une légitimité, et cette légitimité, même fragile, même hypocrite, est un ciment. Elle permet à des hommes de dormir, elle permet à des hommes de tuer sans se voir comme des criminels. Mais la mer, elle, ne juge pas, elle prend. Et plus les Vitaliens s'organisent, plus ils attirent l'attention, plus ils deviennent efficaces, plus ils deviennent insupportables pour ceux qui vivent du commerce régulier. Les villes hanséatiques, qui ont bâti leur puissance sur la prévisibilité, voient leur monde se transformer en loterie sanglante. Alors elles cherchent des responsables, elles cherchent des têtes, elles cherchent des noms qui puissent être punis pour servir d'exemple. Un simple marin, on peut le pendre et l'oublier. Un magistère, on le retient, on le note, on le cite, parce qu'il représente une menace plus large, celle d'une piraterie qui n'est pas seulement une violence de pauvres, mais une violence qui sait parler le langage des puissants. Et c'est peut-être là, dans cette contradiction, que Wigbold devient vraiment Wigbold. Non pas au moment où il monte à l'abordage, mais au moment où il comprend qu'il peut être indispensable aux deux camps,
aux Vitaliens parce qu'il leur donne de la structure, aux autorités parce qu'il peut un jour leur offrir une sortie, une négociation, une reddition, une amnistie, un retournement. Dans la Baltique de la fin du XIVe siècle, beaucoup d'hommes rêvent de devenir riches, peu d'hommes savent devenir nécessaires. Le magistère, lui, sait. Il sait que la violence sans papier finit en gibet. Il sait que le papier sans violence finit en cendres quand un port est pillé. Il sait que la survie est dans l'équilibre, dans l'entre-deux, dans la capacité à passer d'un instrument à l'autre. Un seau sur cire, un registre de compte, une lettre qui promet, puis le pont d'un navire, la prise, le butin, la plume et le coutelas. Et plus il perfectionne cet art, plus il s'enferme dedans, parce qu'à force de rendre la piraterie efficace, on la rend visible, à force de la rendre visible, on la rend intolérable, à force de la rendre intolérable, on déclenche la répression. Mais pour l'instant, dans cette décennie où la mer est un champ de bataille sans frontières nettes, Wigbold est dans son élément, un homme de règle au service de l'illégalité, un homme de texte au service de la prise, un homme qui sait que dans la Baltique, la vraie puissance n'est pas seulement de frapper, c'est de faire en sorte que le coup porté puisse demain être expliqué, défendu, négocié et vendu. Vendu, oui, mais à qui et à quel prix quand la mer commence à se refermer comme un piège? À la fin des années 1390, la Baltique n'est plus seulement un espace de route et de vent, c'est un tableau de chasse où les proies apprennent, où les chasseurs se reconnaissent entre eux, où chaque crique, chaque chenal, chaque îlot couvert de pin tordu par le sel devient un point sur une carte mentale que l'on se transmet à voix basse dans une taverne ou sur un pont entre deux grains. La brume n'est plus un décor, c'est une tactique. Le silence n'est plus une absence, c'est une arme. Et dans ce monde-là, Wigbold n'est pas seulement utile, il devient dangereux. Parce qu'il comprend plus vite que les autres que la période des coups faciles se termine, que l'âge des prises opportunistes, un navire isolé, un capitaine naïf, une côte complaisante, cède la place à une guerre de Topper-Settens, nerfs, de convois, de représailles, de listes noires. La mer se bureaucratise, la violence aussi. Les villes hanséatiques, surtout, n'ont pas l'habitude de perdre. Elles ont l'habitude de compter, de peser, de mesurer, de faire circuler des lettres plus vite que des navires. Elles ont des messagers, des relais, des scribes, des archives. Elles ont des conseils qui se réunissent, qui votent, qui décident. Et quand elles décident, ce n'est pas un coup de colère, c'est une politique. On imagine Lübeck, par exemple, avec ses façades de briques, ses pignons en escalier, ses entrepôts pleins d'odeurs de résine, de poissons, de laine. On imagine les quais où l'on marche sur des planches grasses, où l'on entend le choc des tonneaux, le grincement des palans, et derrière, dans les salles où l'on délibère, des hommes qui ne portent pas d'armure, mais qui ont une autre forme de cuirasse. Le privilège, le réseau, la capacité à fermer un marché, ils ne manient pas la hache. Ils manient l'interdiction, l'embargo, la saisie, la plainte collective. Et la plainte collective dans ce monde est une force, parce qu'elle transforme une attaque en affaire publique. Elle transforme un vol en atteinte à l'ordre. Elle transforme un capitaine vitalien en ennemi commun. Alors les dossiers s'épaississent, les noms circulent, les descriptions aussi. La couleur d'une voile, la forme d'une proue, un signe peint sur un bouclier, une manière de parler, un accent. On note les lieux, près de telle île, à l'entrée de tel détroit, dans tel archipel. On note les dates, on note les cargaisons perdues, on note les rançons payées, et surtout on note les chefs. Ceux qui reviennent, ceux qui semblent coordonnés, ceux qui, au lieu de disparaître après une prise, réapparaissent ailleurs, comme si la mer leur appartenait. Dans cette chasse aux chefs, un homme appelé Magister attire l'œil comme une tache d'encre sur une page blanche, parce que ce titre dit quelque chose. Il dit qu'il y a, derrière la violence, une tête qui sait lire le monde, une tête qui sait écrire, une tête qui peut, si on la laisse faire, transformer une bande en institution clandestine. Et c'est précisément ce qui se produit. Les Vitaliens, à ce moment-là, ne sont plus seulement des hommes qui vivent de l'instant, ils deviennent des hommes qui vivent de la saison. Ils anticipent, ils stockent, ils répartissent, ils investissent, ils achètent des informations, ils achètent des protections, ils achètent du temps. Le temps, c'est la ressource la plus rare sur mer. Un navire marchand chargé lourd dépend du vent et de la chance. Un navire de prédateurs dépend du vent et de la surprise. Mais quand les convois se renforcent, quand les escortes apparaissent, quand les routes changent, la surprise devient plus difficile. Il faut donc compenser par autre chose, par la connaissance, par la ruse, par la capacité à frapper là où l'on ne vous attend pas. Wigbold, lui, sait que la connaissance n'est pas seulement une carte. C'est une chaîne de personnes, un informateur dans un port, un charpentier qui a entendu qu'un convoi se prépare,
Un tavernier qui a vu des marchands payer une escorte, un clerc qui a copié une lettre et qui, pour quelques pièces, en a retenu le contenu, un marin qui a déserté un navire hanséatique et qui connaît les signaux, les habitudes, les peurs, un pêcheur qui sait où l'on peut mouiller sans être vu, tout cela il faut le relier, et relier c'est un travail d'esprit, c'est un travail de tri, de hiérarchie, de mémoire. Un homme formé aux arts libéraux a appris à classer, à distinguer, à argumenter, il a appris à faire tenir ensemble des éléments disparates. Sur mer, cette compétence devient une forme de commandement, mais ce commandement n'a rien de noble. Il est fait de calculs froids. Quand un convoi est trop bien escorté, on ne l'attaque pas frontalement. On le suit, on attend qu'il se disperse, on attend qu'un navire prenne du retard, on attend qu'un grain sépare les voiles, on attend qu'une erreur de navigation pousse un marchand vers un chenal plus étroit, on attend la fatigue, on attend la nuit, et quand on frappe vite. On frappe pour immobiliser, pas pour massacrer. On vise le gouvernail, on vise les cordages, on vise la capacité de manœuvre, on vise la peur encore, toujours la peur. Mais une peur administrée, dosée, presque rationnelle, car la violence dans cette phase n'est pas seulement un moyen de prendre, c'est un moyen de négocier. Un navire capturé n'est pas seulement une cargaison, c'est une lettre potentielle, un message envoyé aux autres marchands, une preuve que les escortes ne suffisent pas, une pression sur les conseils urbains, une manière de dire « vous pouvez armer autant que vous voulez, la mer reste ouverte ». Et pourtant, plus les Vitaliens perfectionnent cette méthode, plus ils se heurtent à une autre méthode, plus lourde, plus lente, mais plus implacable, la coordination hanséatique. Les villes commencent à parler d'une seule voix, pas toujours, pas parfaitement. Elles se jalousent, elles se concurrencent, elles se disputent les privilèges. Mais face à la menace, elles trouvent des intérêts communs, elles discutent d'expéditions punitives, elles discutent de la fermeture de certains ports, elles discutent de sanctions contre les seigneurs côtiers qui offrent refuge, elles discutent de la confiscation des biens des complices, elles discutent de la pendaison comme message. Et la pendaison dans un port, ce n'est pas seulement une exécution, c'est une scène, une pédagogie, un avertissement. On pend au vu de tous, on pend près de l'eau, là où les marins passent. On pend pour que les cordages, les mêmes cordages qui servent à hisser une voile, servent à briser un cou. On pend pour que la mer qui a nourri la piraterie devienne le décor de sa punition. Wigbold le sait. Il sait que la fenêtre se referme. Il sait que les protections politiques, qui ont permis aux Vitaliens de prospérer, sont instables. Un seigneur qui vous protège aujourd'hui peut vous vendre demain. Un prince scandinave qui vous utilise comme auxiliaire peut, une fois la situation stabilisée, vous déclarer hors la loi. Une ville qui vous tolère parce que vous apportez des marchandises bon marché peut, sous la pression d'un embargo, décider que vous coûtez trop cher. La Baltique est un échiquier où les pièces changent de camp sans prévenir. Et dans ce jeu, l'homme qui sait lire les textes sait aussi lire les retournements. Il y a dans ces années-là une tentation permanente. Redevenir légal, obtenir une amnistie, se faire pardonner, se recycler. Passer de la piraterie à la course officielle, ou au service d'un seigneur, ou à la garde d'un port. Beaucoup de Vitaliens y pensent. Certains y parviennent. D'autres se font piéger. Parce que l'amnistie n'est jamais gratuite. Elle exige des garanties. Elle exige des noms. Elle exige des restitutions. Elle exige parfois de livrer des anciens compagnons. Et là, la fraternité se fissure. Les Vitaliens, malgré le mot « frère », ne sont pas une famille. Ils sont un réseau d'intérêts. Et quand l'État, ou ce qui en tient lieu, une coalition de villes, un prince, un ordre territorial, commence à offrir des sorties individuelles, le réseau se fragmente, chacun calcule, chacun se demande qui sera sacrifié pour que les autres vivent. Wigbold, avec sa plume, se retrouve au centre de cette zone dangereuse, parce que celui qui sait écrire peut rédiger une demande de pardon, celui qui sait écrire peut aussi rédiger une dénonciation, celui qui sait écrire peut transformer une confession en stratégie. On imagine la scène, un homme recherché dans une pièce froide, face à un représentant d'une autorité locale, pas forcément un grand seigneur, parfois un bailli, un officier, un clerc mandaté. On parle bas, on parle de paix, on parle de service, on parle de repentir. Et derrière chaque mot, il y a une question implicite. Combien vaut ta tête et combien valent celles des autres? Wigbold sait manier ses mots. Il sait aussi que les mots peuvent tuer, car dans un monde où l'écrit devient une arme, une simple mention dans un registre peut condamner. Une lettre envoyée à la mauvaise ville peut déclencher une chasse. Un sceau apposé sur un document peut faire basculer un port de la complaisance à la trahison. La plume et le coutelas, encore, l'un ouvre des portes, l'autre les force.
Mais parfois, la plume ferme une porte pour toujours. Et pendant que ces négociations souterraines se multiplient, la mer continue de produire ces scènes de violence, plus tendues, plus nerveuses. Les marchands ne naviguent plus comme avant. Ils se regroupent, ils attendent, ils s'arment. On voit des arbalètes sur les ponts, on voit des boucliers empilés près des mâts, on voit des hommes qui ne sont pas des soldats, mais qui apprennent à le devenir. On voit des capitaines qui autrefois auraient cherché la route la plus rapide, cherchaient maintenant la route la plus sûre. On voit des convois qui ressemblent à des petites flottes. Et face à cela, les Vitaliens doivent changer de proie. Ils s'attaquent à des navires plus petits, plus isolés. Ils frappent sur les marges. Ils frappent sur les routes secondaires. Ils frappent parfois sur des navires qui, autrefois, auraient été épargnés parce qu'ils appartenaient à des neutres ou à des partenaires potentiels. C'est là que l'ambiguïté devient insupportable. Parce que tant que la violence peut être justifiée par une cause, ravitailler une ville, servir un prince, combattre un ennemi, elle reste négociable. Mais quand elle devient indiscriminée, elle devient un poison politique. Elle oblige les autorités à réagir, ne serait-ce que pour sauver la face, et plus la réaction se durcit, plus les Vitaliens se radicalisent. C'est une mécanique de guerre, une mécanique sans frein. Wigbold, dans cette mécanique, joue un rôle qui n'est pas toujours visible, mais qui est décisif. Il aide à maintenir l'illusion de la légitimité, même quand la pratique s'en éloigne. Un exemple, la lettre de marque. Dans l'idéal, elle autorise des prises contre un ennemi précis. Dans la réalité, elle devient un talisman que l'on brandit pour justifier l'injustifiable. On la montre à un port pour obtenir l'entrée. On la montre à un marchand capturé pour lui faire croire qu'il est légalement dépouillé. On la montre à un clerc pour qu'il rédige un acte de rançon. Et si la lettre est floue, tant mieux. La floue artistique est une marge de manœuvre. Wigbold sait exploiter cette marge. Il sait aussi que la marge se réduit, car les villes hanséatiques apprennent à répondre sur le même terrain, celui du papier. Elles envoient des avertissements, elles publient des interdictions, elles dressent des listes de navires suspects, elles demandent au port de refuser l'accueil, elles menacent de sanctions ceux qui commercent avec les Vitaliens, elles transforment la complaisance en crime, et là les refuges se raréfient. Un port qui, hier, acceptait une cargaison douteuse, hésite aujourd'hui, parce qu'il a reçu une lettre, parce qu'il a peur de perdre ses privilèges, parce qu'il a peur que ses propres navires soient saisis en représailles, parce qu'il a peur que ses marchands soient ruinés. La peur change de camp. Elle n'est plus seulement du côté des marchands en mer, elle est aussi du côté des ports à terre. Alors les Vitaliens doivent aller plus loin, vers des criques plus isolées, vers des seigneuries plus pauvres, plus prêtes à prendre le risque, vers des zones où l'autorité est faible, où l'on peut acheter le silence avec quelques tonneaux de sel ou quelques pièces d'argent. Mais plus on s'éloigne des grands ports, plus il devient difficile d'écouler le butin. Une cargaison, ce n'est pas de l'or qu'on glisse dans une poche, c'est du volume, du poids, des marchandises qui doivent être vendues, échangées, transformées. Et pour cela, il faut des marchés, il faut des acheteurs, il faut des intermédiaires. Wigbold, encore, est là, dans la gestion de ces intermédiaires, dans la capacité à transformer une prise en argent, dans la capacité à faire circuler des biens sans attirer l'attention, dans la capacité à créer des histoires plausibles, achetées ici, venues de là, récupérées après un naufrage, pris à un ennemi. Le naufrage, d'ailleurs, est une excuse parfaite. La Baltique en produit assez pour que l'on puisse toujours prétendre qu'une cargaison a été sauvée, et sauver au Moyen-Âge est un acte ambigu. On peut sauver pour rendre ou sauver pour garder. La frontière est mince, elle se négocie, elle se plaide. Un magistère sait plaider. Mais cette compétence a un revers, elle rend Wigbold plus visible, parce que celui qui négocie laisse des traces, celui qui écrit laisse des traces, celui qui parle aux autorités laisse des traces, et dans une période où l'on cherche des têtes, laisser des traces est dangereux. Il y a aussi la question de la discipline interne. Plus la pression extérieure augmente, plus la pression intérieure devient explosive. Les équipages sont fatigués, les prises sont plus risquées, les pertes augmentent, les blessures aussi. Les hommes voient des camarades tomber, non pas dans une bataille glorieuse, mais dans une escarmouche sale, sur un pont glissant, sous une pluie froide, avec le goût du fer dans la bouche. Et quand les pertes augmentent, la question du partage devient plus brûlante. Qui reçoit quoi quand un homme est blessé et ne peut plus monter à l'abordage? Qui reçoit quoi quand un homme meurt? Est-ce que sa part va à ses compagnons, à sa famille, à personne? Est-ce qu'on compense les mutilés? Est-ce qu'on les abandonne? Ces décisions, ce sont des décisions politiques. Elles déterminent si un groupe reste un groupe ou devient une meute. Wigbold, avec sa capacité à formuler des règles, peut stabiliser, mais il peut aussi cristalliser la haine.
Parce que celui qui écrit la règle est accusé quand la règle fait mal, et dans un monde d'hommes armés, être accusé est dangereux. On peut imaginer des disputes sur un quai, dans un refuge, des hommes qui crient, qui montrent des cicatrices, qui exigent plus, des capitaines qui veulent garder une part plus grande pour financer le prochain navire, la prochaine réparation, la prochaine saison, des propriétaires de navires, car il y en a, parfois des investisseurs, parfois des seigneurs, parfois des marchands compromis qui réclament leur dû, des ports qui exigent leur commission, des protecteurs qui veulent être payés, tout le monde veut sa part. Et la part, c'est de l'arithmétique. Mais c'est aussi de la rhétorique. Il faut convaincre que la répartition est juste. Il faut convaincre que la prochaine prise compensera. Il faut convaincre que la discipline est nécessaire. Et la discipline, chez les Vitaliens, n'est pas une abstraction. Elle se fait à coups de poing, à coups de corde, parfois à coups de lame. Un homme qui vole dans la caisse commune peut être puni. Un homme qui trahit un refuge peut être tué. Un homme qui parle trop peut disparaître. La violence n'est pas seulement dirigée vers l'extérieur, elle est aussi un outil de gouvernement interne. Wigbold, homme de règle, se retrouve donc dans une position paradoxale. Il apporte de l'ordre, mais cet ordre repose sur la menace. Il apporte de la stabilité, mais cette stabilité est fragile, parce qu'elle dépend de la peur et du profit. Il apporte de la légitimité, mais cette légitimité est une façade, et plus la façade est belle, plus elle attire ceux qui veulent la briser. Et ceux qui veulent la briser sont nombreux. Les villes hanséatiques, bien sûr, mais aussi les pouvoirs territoriaux qui voient dans la piraterie une concurrence. Un seigneur côtier peut profiter des Vitaliens tant qu'il lui apporte des biens, mais il peut aussi décider qu'ils menacent son autorité, qu'ils attirent trop de représailles, qu'ils rendent ses propres routes dangereuses, qu'ils donnent à ses rivaux un prétexte pour intervenir. La Baltique est pleine de ces micro-pouvoirs. Châteaux sur des promontoires, petites seigneuries, évêchés, ordres militaires, villes autonomes, chacun a ses intérêts. Chacun peut un jour décider que la piraterie est utile et le lendemain décider qu'elle est intolérable. Dans ce jeu, Wigbold doit constamment ajuster. Il doit sentir le vent politique comme on sent le vent réel, à la peau, à l'odeur, au mouvement des nuages. Il doit savoir quand un refuge devient dangereux, quand un protecteur devient hésitant, quand une amnistie est un piège. Quand une négociation est une tentative de gagner du temps pour préparer une arrestation, et il y a un autre élément, plus sournois, la mémoire. Les villes hanséatiques ont des archives. Elles se souviennent. Elles peuvent ressortir une plainte vieille de 5 ans, elles peuvent rappeler une rançon payée, elles peuvent accumuler des griefs jusqu'à ce que la vengeance devienne une politique. Les Vitaliens, eux, vivent plus dans l'instant. Ils se souviennent par les récits, par les chansons, par les rumeurs. Mais face à une archive, la rumeur perd. Face à un registre, la mémoire orale se dissout. Wigbold, qui vient du monde de l'écrit, sait cela. Il sait que l'archive est une arme plus durable que l'épée, et pourtant il choisit de rester du côté de ceux qui seront archivés comme criminels. Pourquoi? Parce que l'archive ne nourrit pas. Parce que l'université ne donne pas de pain sur un pont glacé. Parce que le titre de magistère, sans réseau, sans protection, sans argent, peut devenir un fardeau. Parce que dans une économie de guerre, le savoir est une monnaie, mais il faut un marché pour l'échanger. Et le marché, parfois, est du côté des hommes armés. Alors Wigbold continue. Il continue à faire ce qu'il sait faire, transformer le chaos en procédure, transformer la violence en argument, transformer le butin en capital, transformer une bande en réseau. Mais plus il réussit, plus il devient un symbole. Et un symbole, dans une période de durcissement, est une cible. On commence à parler de répression, non pas comme d'un événement, mais comme d'un climat. Un climat où les ports deviennent méfiants, où les autorités locales reçoivent des injonctions, où les capitaines marchands sont encouragés à se défendre, où les expéditions punitives deviennent plus fréquentes, où l'on ne se contente plus de récupérer une cargaison, on veut des corps. Et dans ce climat, les Vitaliens doivent faire des choix, certains acceptent des pardons, certains se mettent au service d'un prince, certains quittent la mer, certains au contraire s'enfoncent dans l'illégalité totale parce qu'ils n'ont plus de sortie, parce qu'ils ont trop de sang sur les mains, parce qu'ils ont trop d'ennemis, parce qu'ils ont trop de dettes. Wigbold, lui, est pris entre deux mondes, trop lettré pour être un simple homme de pont, trop compromis pour être un simple clerc, trop utile pour être facilement abandonné par les siens, trop visible pour être facilement pardonné par les autres. Et cette position qui a fait sa force devient sa faiblesse, car quand les réseaux se recomposent, quand les alliances se retournent, quand les protections se dérobent, ce sont souvent les hommes, sans trop, qui tombent les premiers, ceux qui savent trop, ceux qui ont trop de contacts, ceux qui peuvent, sous la contrainte, livrer des informations, ceux qui, même morts, peuvent servir d'exemple.
On peut presque sentir dans l'air salé de ces années-là la tension qui monte, les nuits plus longues, les ports plus silencieux, les regards plus durs, les questions plus insistantes. D'où vient cette cargaison? Qui l'a apportée? Qui a scellé ce papier? Qui a écrit cette lettre? Et Wigbold, homme de plume, ne peut pas répondre par un simple grognement, il doit répondre par des phrases. Et chaque phrase est un risque, parce qu'une phrase peut être répétée, déformée, rapportée, écrite. Et une fois écrite, elle devient une corde. La plume est le cutlass, toujours. Mais à mesure que la décennie s'achève, on sent que la plume, cette fois, pourrait bien écrire la sentence, et que le cutlass, si souvent levé pour prendre, ne suffira pas à couper le nœud qui se resserre. 1400 approche comme une lame froide qu'on sent avant de la voir. Dans les ports, on ne parle plus de mauvais temps, mais de mauvaises nouvelles. Les mêmes mots reviennent, d'une rive à l'autre, comme des débris charriés par le courant. Expédition, embargo, saisie, pendaison, et surtout ce mot qui, dans la bouche des marchands, a la dureté d'un clou, exemplum, un exemple. Un corps qu'on laisse visible, pour que les autres comprennent. La Baltique, à ce moment-là, n'est pas un espace vide entre des terres. C'est un couloir étroit, saturé de passages obligés, détroits, chenaux, coulées. Des endroits où la mer se resserre, où l'on doit ralentir, où l'on doit choisir une route plutôt qu'une autre. Et quand on doit choisir, on peut être attendu, on peut être compté, on peut être pris. Les villes hanséatiques ont appris à faire ce que les Vitaliens faisaient si bien, coordonner. Elles n'ont pas la même souplesse, pas la même audace, mais elles ont autre chose. Elles ont la durée. Elles ont des conseils qui se réunissent, même quand il pleut, même quand il gèle, même quand les navires ne sortent pas. Elles ont des registres où l'on note les pertes comme on note des dettes. Elles ont des messagers qui courent sur des routes de terre pendant que les pirates cherchent le vent. Elles ont des sceaux qui transforment une colère en décision collective. Et quand la décision collective tombe, elle tombe sur les refuges. Un refuge, ce n'est pas seulement une crique. C'est une chaîne de complicité. Un droit de mouillage toléré, un marché où écouler, un charpentier qui répare sans poser de questions, un tavernier qui ferme les yeux, un officier local qui prend sa part et signe un papier, couper un maillon et tout le reste grince. Couper 2 maillons et la chaîne casse. À la fin des années 1390, on coupe beaucoup. On voit des ports qui, hier encore, acceptaient des cargaisons sauvées de la mer, se mettre à demander des preuves. Pas des preuves au sens moderne, non. Des preuves au sens médiéval, un témoignage, un serment, un papier scellé, un nom d'autorité. Et là, la piraterie organisée se heurte à son propre paradoxe. Elle a besoin de papier pour se blanchir, mais le papier est précisément ce qui la rend traçable. Wigbold, le magister, le sait mieux que quiconque. Il a vécu dans le monde où l'on croit que l'écrit fixe la vérité. Il a aussi vécu dans celui où l'écrit fabrique la vérité. Entre ces deux mondes, il a trouvé sa place. Rédiger, compter, argumenter, donner à la prédation l'apparence d'une procédure. Mais quand les autorités commencent à exiger des procédures plus strictes, quand les villes exigent des listes, des descriptions, des garanties, l'homme de plume devient un homme de traces. Et les traces, désormais, ne servent plus à négocier. Elles servent à traquer. On imagine ces feuilles qui circulent, pliées, tachées, portées dans des sacoches de cuir, des lettres de plainte, des mandats, des avertissements, des noms, des surnoms, des indices, tel navire, telle voile, tel signe, et au milieu, parfois, un détail qui fait lever la tête, magister. Ce n'est pas un prénom, c'est un statut. C'est une anomalie. Un pirate peut être un marin brutal, un aventurier, un mercenaire, mais un maître des arts libéraux, cela intrigue, cela inquiète, parce que cela suggère une piraterie qui pense, et quand une piraterie pense, on ne se contente plus de la repousser. On veut la décapiter. La répression dans ces années-là n'est pas un grand coup unique, c'est une série de pressions, de petites fermetures, de refus, de contrôles, de saisies. Une ville refuse l'entrée à un navire suspect. Un seigneur côtier menacé de sanctions retire sa protection. Un marché se ferme. Un intermédiaire disparaît. Un charpentier, soudain, n'a plus de bois à vendre. Un tavernier, soudain, ne veut plus entendre parler de ces gens-là. Et chaque refus oblige les Vitaliens à aller plus loin, à prendre plus de risques, à frapper plus vite, à frapper plus sale. La mer, elle, ne pardonne pas les improvisations. Un navire qui manque de goudron pour calfater prend l'eau. Un navire qui manque de cordage perd sa manœuvre. Un navire qui manque de vivres devient nerveux. Et un équipage nerveux, c'est une étincelle sur un baril de poudre. Dans les refuges restants, l'atmosphère change. On ne rit plus de la même façon. On boit plus vite, on parle plus bas. Les disputes sur le partage du butin deviennent plus fréquentes, plus violentes, parce que le butin diminue, parce que les prises sont plus rares,
parce que les convois sont mieux protégés, parce que les marchands apprennent à naviguer en groupe, à attendre des escortes, à se défendre. Et quand le butin diminue, la fraternité se révèle pour ce qu'elle est, un contrat non écrit mais compris. Tant que le contrat nourrit, il tient. Quand il ne nourrit plus, il se déchire. Wigbold, dans ce monde de contrats implicites, est celui qui sait rendre explicite. Il sait mettre des mots sur les règles. Il sait dire « Voilà la part du capitaine, voilà la part de l'homme de proue, voilà la part de celui qui a été blessé ». Il sait rappeler des usages, invoquer des précédents, calmer une querelle en la transformant en calcul. Il sait faire de l'arithmétique une paix provisoire, mais cette paix a un prix. Elle fait de lui un arbitre. Et un arbitre, quand les choses vont mal, devient un coupable commode. Il suffit d'une prise ratée, d'une poursuite où l'on a dû jeter des marchandises par-dessus bord pour alléger, d'un abordage où un homme est tombé à l'eau, happé par le courant, sans même un cri. Il suffit d'une nuit où l'on a attendu en vain un informateur qui ne vient pas, et alors, dans la fumée d'une taverne, dans l'odeur de poissons salés et de laine humide, quelqu'un dit « On nous a vendus ?» et quelqu'un d'autre répond « Qui parle au clair ? Qui écrit ? Qui sait trop ?» La plume dans un monde de l'âme attire la suspicion, et pourtant c'est aussi la plume qui parfois offre une sortie, car les autorités, elles aussi, comprennent la valeur d'un homme qui sait écrire. Un pirate ordinaire, on le pend. Un pirate qui sait compter, qui sait nommer des complices, qui sait décrire des routes, qui sait expliquer des réseaux, peut devenir une monnaie d'échange. On peut lui promettre la vie contre des informations, on peut lui promettre un pardon conditionnel, on peut lui promettre un service. Le pardon dans la Baltique de 1400 n'est pas une absolution, c'est un marché cruel. On imagine la scène pas forcément dans une grande salle, parfois dans une pièce étroite d'une maison de pierre près d'un port, une table, une chandelle qui fume, un officier local ou un représentant d'une ville ou un clerc mandaté. Et en face, un homme qui a vu la mer de trop près, qui sent le goudron, le sel, la fumée. On parle de paix, on parle de retour à l'ordre, on parle de service rendu. Et derrière chaque formule, il y a la même réalité. On veut des noms, on veut des itinéraires, on veut des lieux de refuge, on veut des preuves. Et les preuves, ce sont des papiers, des lettres de marque, des actes de rançon, des comptes de partage, des listes de cargaison, tout ce que Wigbold a contribué à produire, tout ce qui, hier, protégeait, tout ce qui, aujourd'hui, accuse. La mer se bureaucratise, oui, mais la bureaucratie, maintenant, est contre lui. Dans cette période, les Vitaliens ne sont plus seulement poursuivis en mer, ils sont poursuivis à terre, on saisit des biens, on menace des familles, on interdit des marchés, on fait pression sur les seigneurs côtiers, on transforme l'accueil en crime. Et quand l'accueil devient crime, les refuges deviennent des pièges. Un refuge, c'est un endroit où l'on se croit invisible, mais quand les autorités savent tout regarder, l'invisibilité se retourne. Une crique isolée, un îlot boisé, un chenal étroit, ce sont aussi des endroits où l'on peut encercler, où l'on peut bloquer la sortie, où l'on peut attendre que la marée fasse son travail. Les expéditions punitives, elles, ne cherchent plus seulement à récupérer des cargaisons, elles cherchent des chefs, elles cherchent des têtes. Parce que la tête, une fois prise, se montre, et montrer, c'est gouverner. On pend près de l'eau, on pend là où les marins passent, on pend là où les cordages sont familiers. La corde devient un langage. Elle dit, la mer n'est plus votre domaine. Elle dit, les villes reprennent la main. Elle dit, les protections politiques ne vous sauveront pas. Et les protections politiques, justement, se dérobent. Les princes scandinaves, les seigneurs locaux, les autorités qui, hier, utilisèrent les Vitaliens comme auxiliaires, comme ravitailleurs, comme force de nuisance, commencent à comprendre que la nuisance coûte plus qu'elle ne rapporte, parce que la Hanse sait punir, pas seulement par les armes, mais par le commerce, par la fermeture des routes, par la confiscation, par la pression collective. Un seigneur côtier peut être brave, il peut être cupide, il peut être opportuniste, mais il a besoin de sel, de fer, de tissu, de crédit. Il a besoin que ses propres navires puissent entrer dans les ports hanséatiques. Il a besoin que ses marchands ne soient pas traités comme des complices. Et quand la Hanse menace, elle menace là où ça fait mal, dans la circulation. Alors on voit des retournements. Des hommes qui, hier, offraient un mouillage, aujourd'hui ferment la baie. Des officiers qui, hier, prenaient leur commission, aujourd'hui font semblant de ne pas reconnaître. Des protecteurs qui, hier, signaient des papiers, aujourd'hui disent « Je n'ai jamais vu cet homme ». Dans ce monde, la loyauté est une voile, elle change avec le vent. Wigbold, qui a vécu dans l'univers des textes et des règles, a dû apprendre à lire ce vent-là. Il a dû apprendre à sentir, dans une phrase trop polie,
dans un accueil trop froid, dans un délai trop long, que quelque chose a changé, que le port n'est plus sûr, que la taverne n'est plus un refuge, que le charpentier n'est plus un ami, que l'informateur peut-être travaille désormais pour l'autre camp, et quand on commence à soupçonner cela, on dort mal. On dort avec un couteau près de la main, on écoute les pas, on guette les silhouettes, on se méfie des visages connus. La vie vitalienne, à la fin des années 1390, devient une vie de fuite permanente, pas seulement fuir les navires de guerre, mais fuir les rumeurs, fuir les papiers, fuir les listes, fuir les cris. Ironie terrible pour un magistère, il doit fuir ce qui a fait sa force, car les cris désormais le précèdent, il arrive avant lui dans les ports. Il arrive sous forme d'avertissement, ne recevez pas, ne commercez pas, ne réparez pas. Il arrive sous forme de description, tel homme, tel signe, tel navire. Il arrive sous forme de menace. Celui qui aide sera puni, et quand les cris arrivent avant vous, vous arrivez déjà en retard. Alors, que reste-t-il? La mer, toujours la mer. Mais une mer plus hostile, plus surveillée, plus étroite. Une mer où les marchands naviguent en convoi, où les escortes sont plus fréquentes, où les routes sont modifiées, où les signaux changent. Une mer où l'on ne peut plus compter sur la naïveté. Les Vitaliens, dans cette phase, doivent choisir entre deux stratégies, toutes deux mauvaises. Soit ils tentent de redevenir légaux en cherchant un pardon, un service, une lettre de marque plus solide, soit ils s'enfoncent dans la piraterie pure, en frappant tout ce qui passe, en vivant au jour le jour, en brûlant leur dernier pont. Wigbold, lui, est coincé, parce que sa valeur, c'est précisément d'être entre les deux, d'être celui qui peut parler aux autorités et aux pirates, celui qui peut traduire un monde dans l'autre, celui qui peut donner à la violence une grammaire, mais quand les deux mondes se durcissent, l'intermédiaire devient suspect pour tous. Pour les autorités, il est un pirate, un homme qui a participé, qui a organisé, qui a profité, un homme dont le titre de magistère n'est pas une excuse, mais une aggravation. Il savait ce qu'il faisait. Il ne peut pas prétendre à l'ignorance. Il ne peut pas se cacher derrière la brutalité. Il a choisi. Pour les Vitaliens, il est un risque. Un homme qui sait trop, un homme qui a trop parlé, un homme qui, sous la menace, pourrait écrire une confession, et une confession écrite, c'est une bombe. Elle ne se dissout pas dans l'air comme une rumeur. Elle reste, elle circule, elle se copie, elle se scelle, elle devient une arme durable. Dans ce climat, la fin de Wigbold en 1401 n'est pas un accident isolé, c'est un produit. Le produit d'un étau qui se resserre, d'un monde qui ne tolère plus les zones grises. Les sources, elles, ne nous offrent pas un roman avec des dialogues et des gestes précis. Elles attestent un fait dur. Wigbold meurt en 1401, et autour de ce fait, on devine le mécanisme, la capture, l'élimination, l'exécution. Les modalités peuvent varier selon les attestations et les traditions, mais la logique est la même. On ne laisse plus ce type d'homme flotter entre les rives. On peut imaginer la dernière période comme une suite de déplacements rapides, de décisions prises dans l'urgence, un refuge qui se ferme, un autre qui refuse, un navire qui doit appareiller sans attendre la marée idéale, des hommes qui embarquent des vivres à la hâte, du pain noir, du poisson salé, de la bière aigre, des voiles qu'on hisse sous un ciel bas, couleur d'étain, et cette sensation sur la peau que l'air est plus froid qu'avant, non pas parce que l'hiver approche, mais parce que le monde se refroidit autour de vous. La Baltique, en 1401, est une mer de dénonciation autant que de tempêtes. Un homme comme Wigbold ne tombe pas seulement parce qu'un navire ennemi est plus rapide. Il tombe parce que les réseaux se retournent, parce que quelqu'un parle, parce qu'un port décide de livrer plutôt que de protéger, parce qu'un seigneur choisit la paix commerciale plutôt que l'aventure, parce qu'une amnistie promise se révèle être un piège, parce qu'un ancien compagnon, fatigué, affamé, menacé, accepte de donner un nom en échange d'un sursis, et le nom, une fois donné, devient une cible. On imagine la scène de la capture comme on imagine tant de scènes de cette époque. Pas une grande bataille rangée, mais une prise à l'aube, quand la lumière est grise et que les silhouettes sont des ombres, une prise dans un chenal quand le navire ne peut pas manœuvrer, une prise à terre, dans un port où l'on croyait être attendu comme un client et où l'on est attendu comme un gibier. La violence, alors, n'a plus le goût du butin. Elle a le goût de la faim. Si Wigbold est exécuté, il l'est dans un monde où l'exécution est un message. On ne tue pas seulement pour punir, on tue pour montrer. On tue pour rétablir une hiérarchie. On tue pour dire « la mer n'est pas un espace sans loi ». Même si, en réalité, la loi est celle du plus fort, du mieux organisé, du plus riche. Et si Wigbold est éliminé autrement, dans une escarmouche, dans une fuite, dans une trahison interne, cela dit la même chose. L'époque ne laisse plus de place à l'équilibriste.
Ce qui frappe dans cette trajectoire, c'est la manière dont le savoir, loin de sauver, a exposé. Le titre de magistère au début est une clé, il ouvre des portes, il permet de parler au clair, de négocier des rançons, de rédiger des actes, de donner à la piraterie une façade de légalité, il permet de transformer une bande en réseau, un réseau en entreprise de guerre, mais à la fin, ce même titre devient un projecteur. Il attire l'attention, il rend identifiable, il rend mémorable. Dans un monde où l'on cherche des chefs, être mémorable, c'est être mortel. La plume et le cutlass. Au début, ils se complètent. La plume prépare, le cutlass exécute. La plume blanchit, le cutlass prend. La plume promet, le cutlass menace. Et puis, à mesure que l'étau se resserre, la plume change de main. Elle passe du côté des villes, elle passe du côté des conseils, elle passe du côté des archives, elle écrit des listes noires, elle écrit des mandats, elle écrit des interdictions, elle écrit des sentences, et le cutlass, lui, devient insuffisant. Il peut encore tuer un homme sur un pont, il ne peut pas tuer un embargo, il ne peut pas tuer une coalition, il ne peut pas tuer une archive. La mort de Wigbold en 1401 s'inscrit dans ce basculement plus large, la recomposition des réseaux vitaliens au tournant du XVe siècle. Ceux qui survivent se dispersent, se recyclent, changent de nom, changent de mère, cherchent des protections nouvelles. Certains deviennent des auxiliaires d'autres puissances. Certains se fondent dans des communautés côtières. Certains continuent, mais plus loin, plus prudemment, avec moins d'éclat. Wigbold, lui, ne se fond pas. Il ne disparaît pas dans l'anonymat. Il reste un nom attaché à une contradiction qui dérange l'érudit devenu pirate, non pas malgré son savoir, mais grâce à lui, car dans la Baltique de ces années-là, l'éducation n'est pas un rempart moral, c'est une compétence qu'on vend au plus offrant, une compétence qui sert à organiser, à convaincre, à légitimer, à compter, une compétence qui peut faire gagner de l'argent, du pouvoir, du temps, et le temps, justement, est ce qui manque à Wigbold. La fenêtre est courte. Les années 1390 ont été une saison d'opportunités, une saison où la guerre scandinave, les blocus, les famines, les rivalités urbaines ont créé un espace pour des hommes capables de naviguer entre les lois, mais quand la saison tourne, quand les puissances se stabilisent, quand les villes s'accordent, quand les seigneurs se lassent, l'espace se ferme. La mer qui semblait infinie devient un couloir. Le couloir devient un piège. On peut presque voir dans l'imagination ce que devient alors la vie d'un homme comme lui. Des nuits à relire des papiers à la lueur d'une lampe, non pas pour apprendre mais pour survivre. Des comptes qu'on refait parce qu'un homme réclame sa part, des lettres qu'on rédige avec des formules prudentes, parce qu'un mot de trop peut être utilisé contre vous, des seaux qu'on appose sur de la cire, en sachant que ce seau, un jour, pourrait être présenté comme preuve, et puis, brusquement, le retour au pont, au vent, au sel, à la corde qui brûle les mains, au bois qui craque, au cri bref d'un ordre, la plume, le cutlass, la même main. Et quand cette main se fige en 1401, ce n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est la fin d'une certaine illusion, celle qu'on peut rester éternellement dans l'entre-deux, profiter de la guerre sans être avalé, par la paix, utiliser la loi sans être rattrapé par elle. Les villes hanséatiques, elles, continuent, elles gardent leurs archives, elles gardent leurs sceaux, elles gardent leurs routes, elles apprennent, elles aussi, de cette période. Elles apprennent que la mer doit être gouvernée par des coalitions, par des convois, par des sanctions. Elles apprennent que la violence privée, quand elle devient trop efficace, doit être écrasée ou absorbée. Et dans un registre quelque part, un scribe note un nom qui ne devrait pas être là, un nom qui sonne comme une ironie. Magister Wigbold, mort en 1401, un maître, un homme de règles, un homme de mots, un pirate.